Qui dit fin d'année dit qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une belle année 2025 à venir, plein de réussite dans vos projets et bien sûr dans votre vie personnelle, mais il y a bien sûr bien plus important que ça en jeu. Cela signifie qu'on va faire un petit peu de matchmaking fantasy pour l'année à venir. J'ai établi une liste l'année dernière qui n'a pas du tout été respectée par l'UFC, signe que mon influence sur la première promotion mondiale de MMA est inexistante. On le savait tous, mais c'est un peu difficile de l'admettre. Cela ne veut pas dire que je perds espoir pour autant, et pour l'année à venir, j'ai une nouvelle fois des souhaits, des volontés, des envies qui ne seront probablement pas respectés par Dana White une nouvelle fois. C'est moche, mais que voulez-vous, c'est comme ça. J'ai donc établi une nouvelle liste de 10 combats que je veux absolument voir à l'UFC l'année prochaine. Ce sont des combats qui restent dans le domaine du faisable. Je ne suis pas parti en vrille complètement, quoique à part pour un seul combat. Surtout, ce sont des combats qui n'ont pas été officialisés à ce jour. Je mourrais d'envie de voir Amanda Ribas affronter Mackenzie Dern une deuxième fois en 5 rounds, mais je vais devoir me résoudre à ne pas parler de ce millésime martial qui va ouvrir l'année 2025. Il y a du très probable dans la liste, du moins probable et du combat qui nécessite que plein de choses se mettent en place. J'ai essayé de pimenter 2-3 entrées pour ne pas faire dans le complètement chiant non plus. Une fois que tout cela est dit, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 combats que je veux absolument voir à l'UFC en 2025. Numéro 10, José Aldo contre Dominick Cruz. On commence cette liste avec un brin de nostalgie et avec l'un des combats qui restera l'une des plus grosses opportunités manquées de la décennie précédente, un affrontement entre deux titans du sport, José Aldo et Dominick Cruz. Le Dominator a clairement indiqué qu'il aimerait combattre une dernière fois avant de prendre sa retraite et le retour du roi de Rio à l'UFC lors de l'UFC 301 a ravivé la flamme de beaucoup de fans. Qu'on se le dise de suite, José Aldo ne va plus jamais gagner de ceinture, mais il n'a pas eu l'air dépassé du tout lors de ses 2 combats cette année. Ce n'est plus le José Aldo des grandes heures bien sûr, mais il peut donner un combat difficile à beaucoup de membres du top 15 des poids coqs. Dominick Cruz, lui, est clairement passé du côté analyste de la force depuis quelques temps et sa dernière sortie dans l'octogone commence sérieusement à remonter. C'était en août 2022. Mais il faut dire qu'il a exprimé plusieurs fois son envie de faire un combat d'adieu et quoi de mieux qu'un combat de rêve qui aurait probablement eu lieu il y a une dizaine d'années si Dominick n'avait pas enchaîné les blessures à répétition. Ça n'aura pas la même saveur que ça aurait pu avoir, ni le même niveau dans la cage d'ailleurs, il faut être honnête, mais ce serait une belle façon de dire au revoir à mon combattant préféré et de définitivement clore une belle carrière tout en offrant un moment très nostalgique à toute une génération de fans. Pas de grosse intrigue sportive sur ce combat en revanche vu l'inactivité de Cruz, mais de quoi nous offrir un beau moment quand même. Numéro 9, Leon Edwards contre Ian Garry. Ian Garry n'était pas exactement le combattant le plus populaire du monde au début de l'année 2024. Mais il faut le dire, l'opinion des fans sur le poids welter irlandais a un peu tourné lorsqu'il a accepté de se mesurer à Shavkat en short notice et qu'il a été sacrément vaillant, offrant le combat le plus difficile de la carrière du Kazakh à date. Je ne crois pas que Garry ait reculé dans la hiérarchie de sa division avec cette défaite et comme on le sait, l'UFC aime récompenser ce genre d'attitude, donc on peut supposer qu'il aura le droit à un beau combat pour son prochain affrontement. Ça tombe bien, Leon Edwards devrait revenir en mars pour l'UFC Londres et quoi de mieux que Garry pour l'accueillir. Et évidemment, vous le savez, il y a une histoire derrière ce combat. Les deux hommes se sont entraînés ensemble et Ian Garry a été viré de la team Renegade, mais les raisons de cette séparation varient en fonction de qui vous voulez bien l'entendre. Edwards et son clan dénoncent l'attitude de Garry qui avait selon eux pris de très mauvaises habitudes, tandis que l'Irlandais a vu dans cette action une crainte d'Edwards et de ses proches de voir un autre poids welter classé dans le top 10 lui faire de l'ombre. Je ne vais pas mentir, il faut être honnête, vu le passif de Garry, je suis un peu plus enclin à croire la team Edwards que Ian, mais le foyer d'une belle rivalité est là, il ne reste à l'UFC qu'à faire ce qu'ils font de mieux, souffler sur les cendres pour que le feu prenne. Sportivement, le combat fait plutôt sens, l'histoire est là, de quoi mettre un peu de tension sur une soirée, même si je ne vais pas mentir, je ne crois pas que dans la cage ça donnerait un combat très dynamique et explosif, mais bon, il faut faire avec ce qu'on a les mecs. Numéro 8, Dan Hooker contre Justin Gaethje. Je suis pas tout à fait certain d'avoir besoin de beaucoup justifier la raison pour laquelle je veux voir ces combats, mais allons-y quand même. Violence, violence, violence. Justin Gaethje doit revenir après sa défaite contre Max Holloway et Dan Hooker est sur une belle série de victoires et il est peut-être d'ailleurs dans la meilleure forme de sa carrière. Sportivement, ce combat fait sens. Je n'ai même pas besoin de tordre la réalité pour que ce soit le cas, mais bien sûr, qu'on se dise les choses comme elles sont, c'est uniquement pour l'action dans la cage qu'il m'intéresse. Justin Gaethje et Dan Hooker sont des taureaux, ils ne connaissent que la pédale d'accélération et on est sur ce que je qualifierais tendrement et avec respect de 2 benets sanguinaires. Ce sont littéralement 2 des combattants les plus divertissants de l'histoire du sport. Ils ont tous les 2 besoin d'une victoire pour se lancer vers la ceinture et honnêtement, qui n'a pas envie de voir ça? Donnez-leur un round illimité, quelque chose de spécial, mais il est impératif d'organiser ce combat. Surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps à Justin dans l'octogone. À 36 ans et avec son style, je doute qu'il soit encore présent très longtemps. Il y a des rumeurs qui disent que ce combat serait en préparation. Je n'aime pas prêter trop d'attention aux rumeurs avant les officialisations, mais faites que ce soit vrai, je vous en supplie. Numéro 7, Sean O'Malley contre Petr Yan 2.
Petr Yan est enfin de retour. Plus de 2 ans après sa dernière victoire dans l'octogone, Yan est enfin passé du côté victorieux du MMA par 2 fois en 2024, avec 2 succès convaincants contre Song Yadong et Deiveson Figueiredo. Fort de ces 2 succès, il est de nouveau dans une position favorable chez les poids coqs, qui est une catégorie ultra dense et on ne va pas se mentir, il lui faut probablement une victoire supplémentaire avant de pouvoir sérieusement demander un nouveau combat de titre. L'histoire des dernières années de Petr, c'est surtout l'histoire des défaites controversées, mais maintenant qu'Aljamain Sterling est monté d'une catégorie de poids, il ne lui reste plus qu'une seule décision partagée douteuse à faire oublier, celle contre Sean O'Malley. Et ça tombe bien, parce que ce combat a du sens, Sean a perdu sa ceinture contre Merab à l'UFC 306, et selon moi, sa performance ne doit pas lui permettre d'obtenir une nouvelle chance au titre. Il s'est fait surclasser par Merab, et c'est tout. En revanche, une belle victoire pour le Suga Show, et il sera sans aucun doute de nouveau dans la discussion. Comme les choses sont bien faites, c'est aussi le cas de Petr Yan, et les 2 hommes ont des comptes à régler. La victoire du Suga Show contre No Mercy à l'UFC 280 est l'une des décisions les plus controversées de ces dernières années, et en toute transparence, j'ai toujours autant de mal à ne pas donner ce combat aux Russes à chaque fois que je le revisionne. Une situation d'autant plus frustrante que l'UFC avait beaucoup investi dans Sean O'Malley et que sans rentrer dans le conspirationnisme, la victoire de Sean les arrangeait bien. Enfin bref, l'heure est venue d'organiser une revanche entre les 2 hommes, à la fois pour dissiper les doutes, mais aussi parce que leur premier combat était superbe. Donnez-leur 5 rounds, donnez-leur un co-main event de pay-per-view et faites de ce combat un title eliminator, il le faut. Numéro 6, Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko. Avec le combat déjà prévu entre Nassourdine Imavov et Israel Adesanya et la position dans laquelle se trouve Cyril Gane actuellement, il se pourrait bien que l'année 2025 soit une belle année pour le MMA français. Tout pourrait mal se passer aussi, mais sur le papier, les graines ont été plantées et tout est entre les mains de nos athlètes. Mais parmi tous nos francophones, une athlète mérite plus que n'importe quelle autre de combattre pour une ceinture de l'UFC, et cette personne, c'est bien sûr Manon Fiorot. The Beast est toujours invaincue à l'UFC en 7 combats et elle a complètement démantelé Erin Blanchfield en mars. Sa catégorie a été un peu mise en pause par l'attente de la trilogie entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko, qui a été elle-même retardée par les blessures de 2 femmes, mais maintenant que tout ça est réglé, il est l'heure pour Manon d'obtenir son dû. La route jusqu'à ce combat de ceinture a été longue pour la niçoise, mais j'ai du mal à imaginer un autre combat pour la championne actuellement. Manon est numéro 2 de la catégorie, elle a battu toutes les combattantes qu'elle devait battre pour obtenir cette chance, il n'y a aucune autre challengeuse crédible pour Shevchenko. Normalement, il faut le dire, c'est un boulevard, mais on ne va pas faire semblant de ne pas comprendre pourquoi ce combat n'a pas déjà eu lieu. Déjà, Grasso et Shevchenko devaient se battre de nouveau, mais surtout, Manon n'est peut-être pas la combattante la plus en vue médiatiquement parlant. Mais il est l'heure d'oublier tout ça et de se ranger derrière Manon, qui est la meilleure chance française d'avoir enfin une ceinture de l'UFC dans l'Hexagone. 2025 est l'année où ce combat doit enfin avoir lieu et on sera tous derrière Manon pour l'occasion. Numéro 5, Islam Makhachev contre Charles Oliveira 2. Charles Oliveira est un adepte des longues routes. Il a galéré pour obtenir une première chance à la ceinture et il a cravaché depuis la perte de son titre à l'UFC 280, alors même qu'il aurait probablement dû obtenir une revanche immédiate. Une victoire contre Benil Dariush, une défaite très serrée et un peu controversée contre Arman Tsarukyan, mais avec cette victoire sans partage contre Michael Chandler en novembre, il est l'heure pour Do Bronx de combattre de nouveau pour le titre. J'ai indiqué Islam Makhachev parce que je pense qu'il quittera l'UFC 311 avec sa ceinture autour des hanches, mais si c'est Arman Tsarukyan, un second combat entre les 2 hommes a également beaucoup de sens. Charles Oliveira mérite une nouvelle chance, c'est un combattant extrêmement méritant, populaire et divertissant, qui n'a jamais reculé devant l'adversité, et même si Makhachev s'est imposé relativement tranquillement lors de leur première rencontre, Charles mérite de prouver qu'il peut mieux performer que ça. C'est toujours l'un des plus gros combats que l'UFC a sous le coude, ce sont 2 des meilleurs poids légers de tous les temps, et ça se vend tout seul en théorie et dans les faits. Charles Oliveira est un homme de rédemption, c'est l'histoire de sa vie et de sa carrière, et je rêve secrètement de le voir ajouter un chapitre dans ce qui a complètement façonné son personnage. Numéro 4, Dustin Poirier contre Max Holloway 3. La défaite de Max Holloway lors de l'UFC 308 a déchiré le cœur d'énormément de fans, mais pour ce que ça vaut, c'est aussi un peu un mal pour un bien, puisqu'il semble que Max Holloway se dirige désormais vers la catégorie des poids légers, dans laquelle une foule de combats exceptionnels l'attendent. Qui ne rêve pas de voir Max Holloway contre Charles Oliveira, contre Rafael Fiziev ou contre Dan Hooker, mais ces combats peuvent attendre, puisqu'il y a un autre titan de la division qui est visiblement sur le point de quitter le MMA, et cet homme, c'est bien sûr Dustin Poirier. Le diamant a bien rebondi en 2024 avec cette victoire contre Benoît Saint-Denis, mais surtout cette incroyable performance contre Islam Makhachev, où il a prouvé que malgré la défaite, il faisait toujours partie de l'élite de l'élite. Je doute qu'il y ait un chemin vers un nouveau combat de ceinture pour lui pour l'instant, et j'aimerais le voir affronter quelques-uns des membres de l'élite des poids légers. Un second combat contre Dan Hooker serait top, une trilogie contre Justin Gaethje serait épique, mais pour ce que ça vaut, il n'y a pas d'autre adversaire
adversaire contre qui j'aimerais plus le voir que Max Holloway. Le second combat entre les deux hommes est l'un de mes combats préférés qui, en plus d'être très serré, a délivré une guerre fantastique entre deux combattants d'exception. J'ai l'impression d'ailleurs que ce combat est un petit peu moins évoqué que beaucoup d'autres parce qu'il a eu lieu sur la même carte que l'exceptionnel affrontement entre Kelvin Gastelum et Israel Adesanya, mais si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage à le visionner. Il s'est passé beaucoup de choses dans la carrière des deux hommes depuis 2019 et si 2025 doit vraiment être la dernière année de Dustin Poirier dans la cage, affronter Max Holloway est le chemin qu'il doit absolument prendre pour conclure au mieux une carrière exceptionnelle. Numéro 3, Khamzat Chimaev contre le vainqueur de l'UFC 312. Si j'avais dû expliquer au lendemain de l'UFC 273 qu'il faudrait plus de 3 ans supplémentaires à Khamzat Chimaev pour obtenir un combat de ceinture, il est probable que la terre entière m'aurait tout simplement ri à la gueule. Et pourtant, nous sommes à l'aube de l'année 2025 et il semble que Chimaev vient tout juste d'obtenir son statut de challenger légitime à la ceinture. La route a été longue, perturbée par du sportif et de l'extra-sportif, mais il me semble inévitable que le vainqueur du combat principal de l'UFC 312 affronte Borz en 2025. Dricus du Plessis va tenter de défendre une seconde fois sa ceinture lors de la venue de l'UFC en Australie et normalement, si tout se passe comme prévu, celui qui quittera Sydney en tant que champion devrait croiser la route du très déroutant Khamzat Chimaev. La catégorie des poids moyens est un peu difficile à démêler, mais même avec une belle performance, il est probable que le vainqueur du combat entre Adesanya et Imavov doive attendre un petit peu. Et évidemment, la situation de Khamzat n'est pas exclusivement sportive, il a certes dû monter de catégorie et faire face à des difficultés de santé et de pesée, mais on sait que sa situation est d'autant plus complexe du fait de ses relations avec Ramzan Kadyrov. Compliqué pour lui de voyager, compliqué pour lui d'obtenir un visa pour les États-Unis et d'ailleurs, je ne suis pas si au fait de la situation que ça, mais vu les relations étroites entre Dana White et Donald Trump, mon petit doigt me dit qu'on pourrait revoir Chimaev dans une cage aux États-Unis l'année prochaine. Enfin bref, j'espère qu'il combattra pour une ceinture, sportivement il le mérite et il a montré toute sa qualité contre Robert Whittaker, c'est tout droit pour lui normalement maintenant. Numéro 2, Amanda Nunes contre Kayla Harrison. J'avais prévenu qu'il y avait du plus ou moins faisable sur la liste et là on est sur un combat qui a besoin que beaucoup de choses s'alignent, donc allons-y. Je pense que Kayla Harrison sera la prochaine challengeuse à la ceinture de Juliana Peña, 2 victoires convaincantes en 2024 et en toute sincérité, il n'y a pas grand monde avec le niveau et la portée médiatique de Kayla à disposition pour l'UFC. Donc selon moi, ce combat aura lieu dans la première moitié de l'année 2025 et je vais partir du principe que Kayla va gagner cet affrontement parce qu'elle est selon moi supérieure à Peña dans tous les compartiments du MMA. Jusque là on est quand même dans le très réalisable même s'il faut déjà que des choses s'imbriquent. Ce moment serait donc selon moi le moment parfait pour mettre en place un combat qui faisait jaser beaucoup de personnes ces dernières années, car le PFL prétendait avoir la meilleure combattante du monde, l'UFC avait Amanda Nunes et Harrison et Nunes ont de fait été souvent opposés dans l'imaginaire collectif, les deux femmes représentant les divisions féminines de leur organisation respective. On arrive doucement au problème pour ce combat vu que certains doivent être en train de l'écrire dans les commentaires. Amanda Nunes a évidemment pris sa retraite en 2023 et c'est là qu'on rentre vraiment durement dans le spéculatif. Nunes s'entraîne toujours, elle est en forme, elle pose parfois des choses sur les réseaux suggérant que la porte n'est pas complètement fermée pour un retour. Il n'y a littéralement pas de plus gros combat dans le MMA féminin actuellement et peut-être même de tous les temps si on exclut Ronda Rousey et l'UFC a largement de quoi la convaincre de revenir. Amanda Nunes, Kayla Harrison 2025, il faut absolument que ça se fasse. Numéro 1, Thomas Pinal contre Jon Jones. Je pense que vous saviez tous que ce combat était au sommet de ma liste, il est au sommet de la liste de la quasi-totalité des gens. Comme absolument tous les fans du sport à travers le monde, je n'en peux plus d'attendre que ce combat ait lieu. Thomas Pinal est le challenger légitime à la ceinture, il l'est devenu en novembre 2023 en remportant la ceinture intérimaire et plus d'1 an plus tard, on ne sait toujours pas si cet affrontement va se tenir un jour. Dana White l'a garanti, mais si on fait la liste des choses que Dana White a promis et qui ne se sont jamais passées, on n'en a pas fini avec la vidéo. On le sait, Jon Jones veut plus d'argent, il sait que s'il part maintenant, il emmène un bout de la crédibilité de la division avec lui et c'est une gymnastique de négociation qui est probablement très compliquée à mener. Je dois le dire en revanche, je suis assez optimiste sur le fait que ce combat ait lieu. Je crois que Dana White veut que ce combat arrive et qu'il va envoyer beaucoup d'argent pour qu'il arrive. Surtout que le PFL fait des appels du pied, que Francis Ngannou fait des appels du pied et que même si le PFL n'est pas du tout un danger pour l'UFC, c'est aussi dans l'intérêt de l'UFC de tout faire pour que ce combat ait lieu. Avec toute l'attente qui s'est bâtie autour d'un clash entre les deux hommes et leur invective à répétition, nul doute que ce serait l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros combat de MMA de l'année. Cela ferait longtemps qu'on n'a pas eu un combat de poids lourd avec ce niveau d'attente, probablement d'ailleurs depuis la revanche entre Daniel Cormier et Stipe, et ça ferait beaucoup de bien à une division qui est en perdition depuis quelques années. L'UFC sait ce qu'il lui reste à faire, envoyer des mallettes de sous à Jon Jones et faites-moi ça dès l'été prochain, qu'on puisse voir d'autres choses dans l'année dans la division.
Voilà pour les 10 combats que j'ai envie de voir l'année prochaine. Il y en a bien sûr beaucoup plus que ça, mais voilà, je me suis tenu à 10 pour celui-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel combat vous voulez absolument voir l'année prochaine, et nous, on se reparle bientôt. Salut tout le monde.